大家好，我是法国10万个为什么。看这个杯子，表示我现在在法国解放报的办公室。然后我旁边呢，就是一位法国解放报的记者 Arnaud。Salut Arnaud。Bonjour。为什么我们今天来访他呢？其实大家可能在我们节目上有看到他出现过。他最近出了这一本书《Taïwan la présidente et la guerre》。Ok, est-ce que tu peux parler un peu ton nouveau livre? De quoi il parle? Oui. Pourquoi tu vas écrire en ce moment-là? C'est très sensible. Non, je voulais faire un livre sur la présidente Tsai Ing-wen, puisqu'elle va quitter le pouvoir et que ça me semblait important de revenir sur ces 8 années. Une super présidence sans faux pas, je trouve, dans le livre. Bon, alors il y a des petites choses qui sont pas, enfin pas mal de choses qui sont pas complètement réussies d'un point de vue social, d'un point de vue auprès des classes populaires. Il y a pas mal de choses, je trouve, qui sont pas réussies par cette administration. Mais je trouve que sur le plan international, c'est une présidente qui a marché sur une ligne de crête, un chemin très compliqué, et qui n'est jamais tombée d'un côté ou de l'autre, donc il n'y a pas de faux pas sur cette question-là. Donc ça, c'est chouette. Je voulais donc raconter ça. Et puis ça m'a semblé, mais depuis le début d'ailleurs, quand j'ai commencé à m'intéresser à Taïwan, j'étais curieux de ce qu'était cette présidente. Déjà que ce soit une femme qui arrive à la tête d'un pays en Asie, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, il n'y en a pas plus, il y en a même moins, puisque la présidente sud-coréenne a quitté le pouvoir, enfin elle a été chassée du pouvoir. Aung San Suu Kyi est en prison. Elles finissent mal. Elles finissent mal, c'est vrai, hein, c'est vrai ça. La présidente, la première ministre nouvelle-zélandaise a quitté le pouvoir aussi, parce qu'elle était un peu fatiguée. Donc il y avait plein de raisons pour lesquelles ce personnage m'intéressait, m'intéresse toujours. Elle était aussi un personnage assez curieux dans la mesure où elle était la seule femme dans un milieu d'hommes. Non seulement à Taïwan, mais également, bien évidemment, face aux dirigeants chinois. Donc c'est ça qui... Je voulais raconter tout ça. Et puis il y a l'élection présidentielle, les législatives qui arrivent. Et l'idée c'était de faire c'était pas de faire une biographie très détaillée avec plein de détails, plein de notes de bas de page. Non, je voulais juste faire un récit en fait. Voilà. Et tu le présentes comme une présidente atypique. Oui. Pourquoi atypique? Atypique dans le sens où... c'est une femme, oui. C'est une femme. Et après elle n'est pas charismatique, c'est pas quelqu'un qui parle fort, c'est pas quelqu'un qui va au-devant de la population, qui propose plein de choses, qui fait des vagues, etc. Elle est plutôt très profil bas, parle pas trop fort, assez calme, assez effacée. Même elle le dit d'ailleurs, elle l'a dit dans une autobiographie qui a été publiée à Taïwan, qu'elle était effectivement quelqu'un de plutôt introverti, même quand elle était jeune, et alors évidemment ça a changé puisqu'elle est devenue quand même présidente, etc. Mais ça reste quand même un personnage, oui, qui en fait, qui ne voulait pas en plus être présidente. Donc c'est aussi ça qui m'intéressait chez elle. Nous en France, on a plein de présidents, ou en tout cas de candidats à la présidence qui y pensent quasiment depuis qu'ils sont nés. Elle, c'était pas le cas. Donc voilà, je pense qu'elle était atypique aussi pour ça. Et puis par rapport aux anciens présidents taïwanais, effectivement, qui parlaient très fort, des candidats assez virulents parfois, assez véhéments. Elle est plutôt très calme, toujours un peu sur le même ton comme ça. Donc elle est assez atypique, ouais, pour ça, ouais. Et puis aussi, il y a un truc qui m'avait, quand j'ai commencé à bosser, enfin à travailler sur Taïwan et sur elle a une communication qui est, que je trouvais très... Alors aujourd'hui, elle a fait un peu école, mais une communication que je trouvais très, très curieuse aussi, avec autour de ses chats, autour de ses chiens, un côté un peu, mignon, un peu fleur bleue, quoi. Notre candidat de vice-présidente, Mekin, qui était l'ambassadrice aux États-Unis, elle a aussi la même communication. Voilà, exactement. Avec les chiens. Elle se présente sur son profil, si j'ai bien compris, sur son profil Twitter, chat guerrière, c'est ça? Ah ouais, c'est ça, contre le localier. Et pendant ces 8 ans, est-ce que la relation entre Taïwan et l'Europe ou entre Taïwan et le monde a changé, à ton avis? Oui. Sous sa présidence? Quand j'ai commencé, donc la première fois que je suis allé à Taïwan en 2015, c'était bon pour la campagne présidentielle, la première pour laquelle Tsai Ing-wen était candidate et elle a été élue. On parlait pas beaucoup de Taïwan. On avait une vague idée que c'était un truc chinois.
c'était une affaire chinoise, Ouais, entre c'est ça, Chinois. entre les deux Chinois. Mais c'était pas clair, quoi. Est-ce que c'était une région, c'était un département Et en fait, 8 ans après, on sait qu'il y a un pays qui est une démocratie, qui vit en face de la Chine, qui a très bien géré le Covid, qui a très bien géré aussi les pressions chinoises contre elle, et qui se débrouille très bien avec la guerre, la préparation à la guerre. Donc, je trouve que, oui, pour ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de souligner ça et de voir comment Taïwan, d'un seul coup, a émergé comme ça sur la scène internationale. En partie, d'ailleurs, grâce à l'action de la Chine, parce qu'ils ont fait beaucoup de bruit autour de Taïwan, donc les gens ont commencé à s'interroger et à voir. Il y avait non seulement un danger en mer de Chine méridionale, où la Chine a occupé des îles, a construit sur des petits atolls, sur des petits îlots, elle a construit des bases maritimes, donc ça c'est dans Chine méridionale, mais également à Taïwan, où ils n'ont pas arrêté de faire des exercices militaires, etc. Donc les gens ont commencé à s'intéresser. Et effectivement, on a vu assez rapidement qu'il y avait un problème démocratique, mais également pouvait y avoir, s'il y avait une guerre, des conséquences catastrophiques pour toute la planète. L'économie, le marché, dans le détroit de Formose, c'est là où passent 50 à 60% des containers de toute la planète. Je crois que c'est une narration qu'elle a essayé d'imposer voilà, voilà, maintenant on sait qu'il y a cette île-là, et maintenant on sait que Taïwan est une démocratie, et qu'ils se battent contre une puissance libérale, contre une dictature. Et puis je pense aussi, c'est un dernier élément à prendre en compte, on a pris mesure de l'importance de Taïwan, nous en Europe en tout cas, à la suite de ce qui s'est passé en Ukraine avec l'invasion de la Russie. Une puissance, une grande armée, une puissance comme la Russie qui envahit son voisin, ça ressemble un peu, alors il y a plein de différences, mais ça ressemble un peu à ce que pourrait éventuellement vivre Taïwan. Et donc c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser plus à Taïwan en se disant peut-être que à terme, c'est ce qui peut se passer aussi, une invasion de Taïwan par l'armée populaire de libération. Et puis alors dernier élément, vraiment dernier. C'est pas grave, pas encore. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'Européens qui sont venus alors dans le passé, au XVIIe siècle, les Néerlandais, les Portugais, les Espagnols. Donc il y a une colonisation aussi qui est très ancienne, mais qui s'intéressait à cette île. Et je pense qu'il y a des liens aussi, alors c'est plus culturel, c'est plus historique bien sûr, mais des liens entre l'Europe et Taïwan. Et la dernière fois, tu dis que la présidente Tsai Ing-wen a ouvert Taïwan sur le monde. Oui, elle a ouvert. Ouais. Je raconte dans le livre d'ailleurs, quand elle arrive à la tête du parti, le PDP, les gens parlent encore beaucoup taïwanais, ils sont encore très tournés sur des questions d'indépendance, sur des questions, j'allais dire, locales, nationales. Et elle va tenir un discours un peu de vérité en disant c'est bien, mais je pense que si on veut être entendu, si on veut être même défendu, soutenu justement par les pays à l'étranger, il faut qu'on ait un discours plus ouvert sur l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il faut aller rencontrer à l'étranger, en Europe, mais aux États-Unis, en Australie, au Japon, en Corée du Sud. Il faut aller rencontrer des parlementaires, des chercheurs. Et donc il y a vraiment une politique comme ça quasiment c'est de la relation publique. En fait, c'est de la com. Il y a beaucoup de com de toute façon dans tout ça. Et ça a marché. Et ça a été encore plus vrai quand elle arrive à la présidence de la République en 2016. Elle va notamment chercher à réduire les risques économiques avec la Chine, réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, et s'ouvrir à nouveau vers l'étranger, vers l'Asie du Sud-Est, vers l'Australie. C'est toute cette politique qu'on appelle la politique de la Southbound Policy, qui est l'ouverture vers les pays du Sud, pour effectivement que des entreprises taïwanaises aillent investir en Asie du Sud-Est, en Australie, etc. Donc il y a une vraie ouverture, ça c'est vrai. Je crois que tu observes tous les candidats, pas seulement Tsai Ing-wen, pas seulement le relais de Tsai Ing-wen. Pour les trois candidats, tu as c'est quoi ton commentaire personnel? Personnel? Ouais. Tu es longtemps passé en Asie, donc tu as le droit de t'écrire un peu. Je trouve que, d'une manière générale, je trouve que c'est un scrutin, cette élection-là de 2024, qui est un peu, qui redevient un peu classique, quoi, dans le sens où il n'y a que des hommes, par exemple. Des hommes. Donc, le vice-président. Alors, il y a que Xiaobi Qin, qui est la vice-présidente. Le vice de Ko Wen-je aussi. De Ko Wen-je, il y a des femmes. Mais c'est des numéros 2. Ouais, voilà.
Donc il y a que trois hommes qui sont candidats à la présidence. Donc ça rend le côté un peu classique, un peu, je dirais pas ennuyeux, mais traditionnel, très traditionnel. C'est à nouveau des hommes, etc. Après, sur les candidats, je trouve que le candidat du KMT est un candidat KMT très traditionnel, avec un passif sécuritaire de policier. Grosso modo, les arguments de campagne, d'après ce que j'ai lu et entendu et vu, parce que j'étais à Taïwan il y a un mois maintenant, c'est grosso modo ce qu'on entend depuis des années dans la bouche d'un candidat KMT. Je trouve que, une fois encore, je trouve que le parti KMT n'a pas profité de cette élection pour se renouveler, même dans ses argumentaires, dans cette manière de faire de la politique. C'est les arguments de campagne qui est de dire votez pour nous, c'est la paix, votez pour le DPP, c'est la guerre. La guerre. Ouais, c'est ça. C'est un peu, en termes de, d'invention politique, c'est qu'on soit pour ou contre. Si on regarde ça d'un point de vue même extérieur, je trouve que c'est très pauvre comme débat. Le candidat du DPP, donc William Lai, le vice-président, donc il s'inscrit vraiment dans la continuité de Tsai Ing-wen. Je trouve que c'est une campagne qui est un peu molle, moi je trouve, mais c'est un point de vue très personnel. C'est un peu plat, je trouve, comme campagne. Alors peut-être que ça va devenir plus intéressant depuis qu'il y a effectivement la vice-présidente Xiao Bikin qui forme le ticket avec lui. Donc ça, je pense, ça peut être intéressant. C'est une femme qui a une expérience internationale, qui est très ouverte elle aussi sur l'étranger. Les affaires étrangères, ça va être très ça peut être bien. Et puis ça peut aussi, je pense, faire venir des jeunes, parce que je pense que le parti, et d'ailleurs c'est pas étonnant, le parti va manquer d'un soutien jeune. Je pense que William Lai est un candidat très traditionnel, je trouve. Donc campagne un peu molle de son côté. Et le campagne de Ko Wen-je, donc le numéro 3, moi je trouve qu'il avait très bien démarré sa campagne. Et là, au printemps, en se positionnant très bien entre les deux blocs, entre les deux partis traditionnels, le DPP et le KMT. Il avait fait vraiment un bon début de campagne. En plus, en axant sa campagne sur les questions sociales, qui sont effectivement le maillon faible, enfin la faiblesse du DPP, sur les questions de salaire, les questions de droit, d'accès au logement. Donc il avait vraiment très bien démarré sa campagne. Je trouve qu'il incarnait même une fraîcheur, une nouveauté, même s'il est un peu âgé, un peu vieux, un peu ronchon. Et puis je trouve que ça s'est effondré quand il a commencé à envisager, l'invitation venait beaucoup du KMT, mais quand ils ont commencé, KMT et TPP, à vouloir faire un ticket commun pour battre le DPP. Et donc ça, je trouve que là, il a perdu de sa crédibilité. Et d'un point de vue extérieur, je trouve qu'il devient de plus en plus illisible. Un candidat qui a dit en plus qu'il détestait le KMT. C'est ça. Il a détesté le KMT, il l'a dit. Et qu'est-ce qu'il fait en août et en septembre? Il part avec eux et il envisage une action commune, de faire une candidature commune. Pour moi, c'est incompréhensible d'un point de vue stratégique. Là encore, c'est même pas d'un point de vue politique, d'un point de vue stratégique. C'est le meilleur moyen pour désorienter les électeurs, sa base, militants, c'est de dire je déteste ce parti-là et c'est avec celui-là que je vais faire une alliance. Ah bon? C'est quand même très curieux. Et il a pleuré récemment, j'ai vu qu'il avait pleuré parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui lui échappait, qu'il y avait eu des questions de la part de ses militants pour dire mais on vous soutiendra, on continuera, etc. Est-ce que les larmes, je pense qu'il y a une forme de sincérité, parce que par ailleurs je pense qu'il y a aussi une forme d'épuisement, parce que lui il a démarré quand même il y a très longtemps, donc les larmes traduisent peut-être une fatigue, un épuisement. Et je pense qu'inconsciemment elles traduisent aussi, alors je ne vais pas faire la psychologie de comptoir, je ne suis pas un psy ni rien, mais je trouve que ça traduit aussi, même chez lui je pense, une interrogation de se dire j'ai peut-être fait une erreur, je suis allé trop loin dans le KMT. Là où ça devient intéressant, c'est que je pense que c'est plus ouvert que ce que l'on dit. C'est vrai que les sondages donnent une légère avance au candidat William Lai du PDP. Après, la marge d'erreur des sondages, elle est quand même encore assez importante. Donc sur le papier, il semble que ça va être William Lai qui va être élu. Mais moi, j'ai regardé l'histoire des scrutins précédents. Et c'est vrai qu'il n'y a eu aucun parti qui a remporté 3 élections présidentielles de suite. Non. Donc ça veut dire que si on regarde l'histoire, si on applique l'histoire, il ne faut jamais le faire, parce que la comparaison n'est pas raison, mais si on applique l'histoire, on se dit que sur le papier, le DPP va perdre. Parce qu'il n'a jamais gagné plus de 2 élections de suite. Donc voilà, ça fait une élection un peu curieuse, un peu intéressante, enfin très intéressante. Personne n'est sûr pour l'instant. Non, personne n'est sûr.
Et tout à l'heure, tu as dit que KMT il joue un peu si on choisit KMT, c'est la paix et TPP, c'est la guerre. Ouais. Et d'un point de vue extérieur, tu trouves comment? Est-ce que c'est vrai? Bah non, parce qu'il y a eu des DPP pendant 8 ans, il n'y a pas eu la guerre. Mais il y a beaucoup de menaces. Est-ce que c'est la faute de TPP ou est-ce que c'est la faute de... Non, parce que je pense que le DPP a maintenu des principes fermes sur la politique étrangère, contrairement à ce qui se passait dans les administrations précédentes, notamment avec les anciens présidents, qui avaient des déclarations provocantes, qui voulaient changer le nom de Taïwan, qui voulaient organiser un référendum sur l'indépendance. Il y avait cette stratégie de casser effectivement ce statu quo et d'aller plus loin. Jamais l'administration Tsai n'a fait ça. Elle est restée sur des principes, effectivement, le respect du suffrage universel des Taïwanais d'une part, et puis respect du statu quo, respect de la stabilité dans le détroit, etc. Donc c'est vraiment eux qui ont été les gardiens de cette paix dans le détroit et de la stabilité. Et si, dans cette relation à deux entre la Chine continentale et Taïwan, on devait pointer des responsabilités, qui envoie ces avions, qui envoie les bateaux. Qui fait la provocation? En tout cas, qui met la pression militaire, c'est bien la Chine populaire, l'Armée populaire de libération, qui repousse les limites, qui franchit la ligne médiane, qui a multiplié les incursions dans l'espace de défense aérienne de Taïwan ces dernières années, et ça n'arrête pas de progresser. Donc on voit bien que la République populaire de Chine, et puis oui, le régime de Xi Jinping, essaye effectivement de repousser les limites et d'arrêter, enfin de casser le statu quo, et de changer les rapports de force dans le détroit de Formose. Donc les provocations viennent plus du côté chinois que du côté taïwanais, à mon sens. Est-ce qu'il y a des Taïwanais qui disent que c'est la faute de soi-disant indépendantiste qui fait la provocation, qui rend colère les Chinois? C'est pour ça. Alors, avec quel fait? Est-ce qu'il y a eu des déclarations d'indépendance du parti au pouvoir? Jamais. Non. Je crois que c'est notre existence qui gêne la Chine. Oui, c'est ça. Jamais les autorités. Tsai Ing-wen s'est même opposé. Il y a certains de ses conseillers qui lui avaient dit tiens, on pourrait effectivement commencer à pousser certaines idées indépendantistes. Et elle a dit clairement, je le dis dans le livre, elle a dit clairement non, c'est pas possible. On sait très bien que si on avance des thèses indépendantistes, ce que voudrait d'ailleurs le régime chinois pour attaquer, ça lui donnerait un prétexte. Si on avance ces thèses-là, eh bien on sait très bien que la Chine, effectivement, dans l'heure qui suit, va tenter d'envahir l'île. C'est une déclaration de guerre. Donc jamais les autorités taïwanaises n'ont brandi ça en 8 ans. Non, c'est effectivement l'existence d'une démocratie taïwanaise dans le détroit de Formose qui dérange les Chinois. Oui, c'est ça. Avec un système démocratique, avec une alternance même, puisque c'est non seulement une démocratie, une réelle démocratie dans le sens où elle a connu des alternances. Donc, et c'est ça qui la dérange. Et je pense aussi, évidemment, qu'elle se rend compte que, de facto, Taïwan est indépendante. Puisqu'elle a son armée, elle a sa propre diplomatie, qui est une diplomatie particulière, une diplomatie parlementaire, et avec uniquement 13 États qui la reconnaissent. Mais c'est aussi également un pays qui a sa monnaie, une économie florissante, voilà. Donc c'est toutes ces signes extérieurs de démocratie qui agacent effectivement la Chine, et qui la poussent effectivement à pousser les limites, les curseurs de plus en plus loin, avec toujours ce projet de l'unification, etc., qui revient dans tous les discours. Parce que si on s'arrête ne serait-ce qu'aux discours prononcés, les discours les plus véhéments, les plus agressifs et les plus provocateurs viennent effectivement de la Chine continentale, et pas de Taïwan. Taïwan n'a jamais revendiqué l'indépendance. En tout cas, l'administration de Tsai ne l'a jamais fait. Et elle se garde bien de le faire. C'est vrai qu'en 8 ans, il n'y a plus de contact du tout à haut niveau politique entre les deux rives du détroit. Et donc, je pense que ça, c'est un vrai problème. Quand les deux partenaires ne se parlent plus, c'est problématique. Même si, effectivement, j'avais bien conscience que ça devient de plus en plus problématique de parler avec la Chine. C'est elle qui a refusé, par ailleurs, en 2016, qui a mis un terme aux discussions et aux échanges avec Taïwan. Alors, est-ce que tu vas publier ça à Taïwan? Normalement, oui, il y a un éditeur qui est très intéressé, qui a fait une offre, donc on va voir ça, mais a priori, oui, il sera traduit. Tu vas aller à Taïwan pendant l'élection? Je sais pas encore, parce que c'est dans un mois, 5 semaines même. Je vais essayer, ouais, mais sinon il y aura le
correspondant. En tout cas, on va suivre ça de très près parce que c'est une élection vraiment très très importante. Très important pour l'ordre mondial aussi. L'ordre mondial, pour les Taïwanais, et puis pour même le message qu'on peut envoyer à... Nous, on a des élections en Europe l'année prochaine, et je pense que les élections taïwanaises auront une résonance sur le scrutin européen, même si c'est très loin. Mais je pense que le combat des démocraties contre des puissances illibérales et des dictatures se joue aussi en Europe, comme on joue avec la guerre en Ukraine. Est-ce que Taïwan te plaît? Taïwan, c'est depuis 8 ans que j'y vais, à chaque fois que j'y vais, c'est un ravissement parce que c'est vraiment c'est un endroit très curieux pour moi qui est en Asie une place vraiment à part. Puisqu'il y a des influences japonaises, j'ai vécu au Japon pendant 5 ans, donc ça me parle. Et puis il y a une... J'aime beaucoup la culture aborigène. L'aborigène, ouais. Je trouve que j'ai rencontré plusieurs responsables de aborigènes, et c'est toujours curieux de voir cette identité taïwanaise qui est très complexe, qui est très intéressante, très riche, quoi. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression de découvrir de nouvelles choses. Donc c'est vraiment très chouette. Ouais. Donc j'ai hâte d'y retourner, à Taïwan. Tu parles mandarin ou taïwanais? Mais pas ni l'un ni l'autre. C'est peut-être ça que je vais faire d'ailleurs dans les prochaines années. Apprendre le mandarin à Taïwan. Je peux t'apprendre. Ok, d'accord. Doshatake. 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 C'est-à-dire merci à tout le monde. Ah, Doshatake, c'est pas chichi, non? Non, Doshatake c'est en taïwanais. Ouais. Ah, ok. Doshatake, take c'est tout le monde。OK。如果大家还有其他问题的话，我们可以在下面留言，然后我们会再请问阿诺。然后喜欢我们的影片的话，记得按赞、订阅、留言。好，谢谢大家，我们下次见。Merci beaucoup Arnaud. Merci Julie. À la prochaine. À bientôt. Tac.